Bonjour. Alors cette semaine, dans une vidéo Instagram, je vous ai partagé une réflexion que je m'étais faite avant de commencer à voyager et qui était de savoir si on pouvait assumer de mourir à l'étranger loin des siens. C'est une question que je me suis réellement posée. Je me suis dit si un jour je me retrouve en danger, si un jour vraiment je sais que je ne pourrai jamais revenir en France ou revoir mes proches, est-ce que je regretterai le fait d'avoir voyagé ou pas? Et je vous ai partagé cette question, peut-être que vous y avez réfléchi. Et là, dans le podcast de cette semaine, j'aimerais vous partager un moment où justement j'ai failli mourir. Alors, c'est tout au début de mon voyage, donc vraiment dans les tout premiers mois, puisque je suis partie en décembre, et là on est fin février, début mars. À ce moment-là, je me trouve dans l'Himalaya, au Ladakh plus précisément, donc c'est la partie vraiment l'extrême nord de l'Inde. Vous avez la Chine en haut, enfin la Chine slash le Tibet d'un côté, le Pakistan de l'autre, enfin bref, c'est une région aussi où c'est un petit peu tendu. C'est pas la guerre, hein, c'est pas les Cachemires, mais il y a quand même des petites tensions à cause des frontières et notamment à cause des réfugiés tibétains qui passent l'école pour aller au Ladakh et fuir la Chine. On est assez haut, ça c'est important de le savoir. On est même très haut dans les montagnes puisqu'on est à 3500 mètres d'altitude au minimum, hein, au Ladakh. Il n'y a pas vraiment en dessous. La capitale, Leh, c'est 3500 mètres d'altitude. Et au moment où l'histoire se déroule, ça fait quelques jours, je crois 4-5 jours, que je suis à... Alors, je ne suis pas exactement à Leh, je suis à Tixé, qui est une ville juste à côté, avec un très beau monastère assez connu. Mais bon, en termes d'altitude, ça ne change rien, hein, c'est la même altitude que Leh. Donc, ça fait 4-5 jours que je suis à Tixé dans ma famille d'accueil. Et autant ça se passe bien avec eux, aucun souci, autant physiquement, j'ai beaucoup de difficultés à m'adapter à l'altitude. Alors, comme je vous ai dit, on est fin février et il fait donc très froid. C'est pas la période touristique, hein. D'ailleurs, je suis la seule occidentale dans les rues, même de Leh, et les gens viennent me voir en me disant pourquoi vous n'êtes pas venu en août comme tout le monde. Même moi, je ne sais pas. Donc, euh, je suis pas réellement malade, hein, j'ai pas vraiment le mal des montagnes, mais quand même, je me traîne. Je me traîne, j'ai un peu mal à la tête, j'ai pas d'appétit, j'ai des légères nausées, surtout manque d'appétit. Je n'ai absolument aucun souffle, c'est-à-dire que quand il faut monter des escaliers, même 4 marches, je suis au bout de ma vie, alors que j'ai évidemment en tant que danseuse une bonne condition physique. Mais là, vraiment, c'est horrible. Alors, j'ai fait ce qui m'avait été recommandé, c'est-à-dire y aller calmement, boire beaucoup, et de toute façon, ça, il n'y a pas de problème parce que la mère de ma famille, elle me sert des tasses de thé les unes après les autres, donc j'ai de l'eau, j'ai du gras puisque c'est du thé au beurre et au lait, donc je fais ce qu'il faut. Et puis, j'ai pas de symptômes graves, hein, c'est vraiment juste l'altitude. Alors, il avait été décidé que comme ils avaient un ami qui est guide de trek pour quand les gens viennent, c'est-à-dire quand le pays est praticable, euh, il s'était proposé en fait de me faire un petit trek sur 3 jours euh, autour de, autour de Likir. Donc en fait on devait aller de Tixé à Likir en voiture et puis après de Likir on marchait toute la journée vers un refuge où on dormait, puis toute la journée vers un deuxième refuge, etc. Donc sur 3 jours, puis après on redescendait en voiture. Moi ça m'intéressait, même si il faut savoir que je n'avais à l'époque, et d'ailleurs je n'ai toujours pas, puisque je ne suis pas retournée dans les montagnes depuis mon séjour au Ladakh, donc je n'ai aucune expérience de la montagne, absolument aucune. Mais voilà, Norbu est guide de trek professionnel, donc pour moi, il n'y a pas de souci. Et donc, le jour convenu, je rencontre Norbu, qui est très gentil, qui parle presque pas anglais, et je pense qu'il, de caractère, parle déjà très peu, pas un grand causant, hein.
comme d'ailleurs beaucoup de Ladakhi, quoique les femmes sont plus pipelettes que les hommes. Enfin bref. Donc on part le matin en voiture, comme convenu, et c'est le père de ma famille hein, qui nous amène tous les deux. Il nous amène tous les deux à Likir, au monastère de Likir pour être plus précis et précise. Euh, en fait, il nous amène là parce qu'il y a une cérémonie qui se déroule au monastère avec des danses bouddhistes, etc., qu'on observe avec Norbu et c'est vraiment très très intéressant, très passionnant. Alors, une chose qui était inhabituelle ce jour-là, peut-être que c'était un signe, alors déjà il faisait très très froid ce jour-là, très très froid, si bien que pendant tout le temps où on était au monastère en train de regarder et de suivre la cérémonie, franchement j'avais l'impression d'avoir plus de mal à respirer que d'habitude, alors que Likir est peut-être 100 ou 200 mètres en dessous de Tixé. Alors, pas une grosse différence, mais je sais que si c'est pas exactement la même altitude, c'est plutôt un tout petit peu en dessous. Euh, et puis le matin où on est parti de Tixé, et ben il avait un petit peu neigé. Et ça c'est assez bizarre parce que il neige pas tant que ça en fait au Ladakh parce qu'on est très haut, donc on n'est pas sous l'influence des nuages. En fait, les nuages qui neigent, ils sont un petit peu plus en dessous. Oui, chat participe en disant miaou. Je ne sais pas si vous l'entendez dans le micro. Et il avait un petit peu neigé, donc ça c'était presque un signe, je dirais, rétrospectivement. Donc après la cérémonie au monastère, Norbu et moi, on part à pied et on commence notre marche, notre trek vers le premier refuge. Et là, ce trek est considéré comme un trek facile, ce que Norbu appelait baby trek. Alors, il est sûrement baby, mais il est baby d'une part en été, et il est baby peut-être pour des gens qui ont l'habitude. En tout cas, en hiver, et pour quelqu'un qui n'avait jamais fait aucune randonnée et qui était chaussé de chaussures Quechua achetées au Décathlon de Tours quelques mois auparavant, clairement, c'était pas un baby trek. Donc physiquement, pour moi, c'était vraiment très très dur. Très très dur d'avancer. En plus, ben, comme j'ai dit, il y avait un peu de neige. Enfin, un peu. Voilà, vous avez compris. Et ce qui fait qu'il y avait certains endroits où vraiment on posait le pied et bouf, d'un coup on s'enfonçait jusqu'aux genoux. Alors, il n'y avait rien de dangereux dans tout ça, hein, absolument rien de dangereux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment très fatigant parce que j'avais aucune idée de comment et où il fallait poser les pieds. Je pense que marcher en montagne, ça s'apprend aussi. Alors, ça s'apprend sur le tas peut-être, mais donc là, voilà, j'étais en plein sur le tas. Et je marchais du coup très lentement et puis vraiment avec plus de difficultés à respirer que d'habitude. Je vous ai dit que déjà monter des marches c'était compliqué, mais là on est sur un trek d'une journée, enfin une grosse demi-journée puisqu'on avait passé le matin à regarder la cérémonie à Likir, on était parti en fin de matinée en gros. Donc ouais, vraiment fatigue, je progresse lentement derrière Norbu qui marche devant sans... Bon, on discute un petit peu, mais comme je vous ai dit, son anglais étant assez réduit, au final, je marche un peu seule. Et je ne vais même pas dire à ses côtés parce que clairement, lui marche plus vite que moi. Il n'avait pas les mêmes difficultés physiques. Et avant que ça tourne au drame, je voudrais noter que j'ai vécu dans ce trek, malgré tout, euh, l'un des plus beaux instants de mon voyage et peut-être même de ma vie. Vraiment, on monte en fait. Ce qui était difficile, c'est qu'on était évidemment en train de monter jusqu'au sommet d'un col. Et en arrivant en haut du col, vraiment, ce silence incroyable, je le décris souvent comme un silence assourdissant. On a l'impression d'entendre le silence là-haut. Il y avait du vent, il y avait les drapeaux tibétains, vous savez, les petits fanions avec les chevaux qui flottent, que quelqu'un avait accroché sur des piquets. Et la vue incroyable, ouais, c'est indescriptible ce moment où après quand même pas mal
de difficulté, voire de souffrance physique, on arrive en haut du col et qu'il ne se passe plus rien, on est comme suspendu entre deux mondes, on aperçoit en contrebas la vie des hommes et en haut il n'y a que nous et le ciel, le silence, le minéral, la neige, la glace et le bruit des fanions qui claquent dans le vent. Moi, je suis absolument subjuguée par cette vue qui, comme je vous le disais, reste l'un des moments les plus incroyables de mon voyage et de ma vie. Pendant cela, Norbu allait faire pipi. Voilà, on n'a pas la même vision de l'arrivée au col, on voit la différence entre ceux qui connaissent et ceux qui connaissent pas. Après ce moment de grâce, ben, il faut redescendre. Et c'est là que j'apprends que la descente n'est pas moins dure que la montée. Et quand on finit par arriver au refuge, qui est donc une sorte d'auberge tenue par une famille Ladaki, je suis littéralement épuisée. Donc l'auberge est complètement vide, hein, bien sûr, puisqu'on est en dehors de la saison touristique. Il n'y a que la famille qui est là, un père, une mère, un petit garçon et la grand-mère qui est assise sur le tapis à côté du poêle. Elle a dans la main un petit moulin de prière qu'elle tourne de manière régulière en répétant le mantra bouddhiste Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Et on s'assoit, Norbu et moi, avec elle. Norbu discute un petit peu, moi non, je bois du thé. Le reste de la famille arrive, ils ont l'air très sympathiques, ils sont très souriants comme tous les Ladakis, doux et avec beaucoup de bienveillance dans leur regard. Une bienveillance que, je veux dire, je suis plus du tout en état d'apprécier parce que je suis rincée comme jamais. Rincée comme jamais. Je suis épuisée physiquement, je suis épuisée mentalement parce que j'ai vu par la marche et je me dis déjà à ce moment-là, mais je ne sais pas comment je vais encaisser le deuxième jour où la marche sera encore plus longue jusqu'au refuge suivant. Euh, Norbu et la famille me montrent une des chambres dans lesquelles je peux m'installer. Et sur le sol du couloir qui est devant les chambres, il y a, je pense, bien 8 à 10 centimètres de glace. Pour vous donner le feeling de ce refuge, pas abandonné, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire, ce refuge vide. Donc je rentre dans la petite chambre, Norbu m'allume le poêle, donc ça c'était chouette. Il y avait un poêle dans la chambre. Et franchement, je mange un petit peu avec la famille, mais sans appétit. Je suis vraiment rincée. Et je m'allonge sur les petits tapis avec 3 couvertures par-dessus, comme d'habitude, hein. Là, je commence à avoir l'habitude de dormir en parka, en gants, en bonnet, avec 3 couvertures par-dessus, parce que là, au début de la nuit, il fait chaud parce qu'il y a le poêle, mais le poêle, bah, il s'éteint. Ok, donc je m'endors et le lendemain, je me réveille. Jusque-là, tout va bien, tout est logique. Mais je me réveille avec un feeling, une mauvaise intuition en fait. Je me réveille avec une mauvaise intuition. Je suis encore allongée sur le tapis. Les tout petits rideaux qui occultent la fenêtre sont fermés. Et je me sens pas en forme. Je me sens pas du tout en forme. J'ai mal aux jambes, j'ai mal aux bras. Euh, j'ai fait très très froid. J'ai l'impression d'avoir plus de mal à respirer que d'habitude. En tout cas, oui, ça s'est pas amélioré depuis la veille. Et en fait, le problème de respiration, il est sérieux parce que évidemment, quand on est en altitude, le risque qu'il peut y avoir pour quelqu'un qui est mal habitué, comme moi, par exemple, à tout hasard, évidemment, le risque ultime, c'est l'embolie pulmonaire. Donc ça veut dire que en fait, si j'ai bien compris, de l'eau rentre dans les poumons et on s'étouffe et on meurt. Quand il y a une suspicion d'embolie pulmonaire, en fait, il y a deux solutions. Soit, enfin,
il n'y a qu'une seule solution, c'est-à-dire qu'il faut inspirer plus d'oxygène. Donc, pour ça, soit on a un masque, enfin, c'est-à-dire il faut s'appliquer un masque à oxygène sur le visage pour avoir plus d'oxygène, soit il faut redescendre en altitude pour être à un endroit où il y a plus d'oxygène que à l'altitude où ça se passe mal. C'est aussi pour ça que les alpinistes, quand ils escaladent des hautes montagnes, ils ont des différents camps en fait pour s'habituer aux différentes altitudes. Ils grimpent pas de 0 à 5000 mètres en 2 jours comme ça et sans pause. Il faut que leur corps s'adapte pour qu'ils puissent arriver avec ou sans oxygène pour les plus fous d'entre eux jusqu'au sommet qu'ils ont décidé de gravir. Et donc je suis un peu partagée parce que je me dis j'ai pas vraiment changé d'altitude par rapport aux 4-5 premiers jours de mon séjour. En tout cas, il me semble pas. Il me semble pas qu'on ait vraiment gravi 100 mètres ou 200 mètres, ce qui sont des distances considérables, hein. Et en même temps, vraiment, cette difficulté à respirer, elle m'inquiète parce que je me dis, est-ce que je dois m'inquiéter en fait? Ça m'inquiète parce que je ne sais pas si je dois m'inquiéter. Et je me dis que si je sais pas, si je le prends trop à la légère, eh ben, je peux, euh, je peux mourir en fait. Parce qu'une embolie pulmonaire, ça va très vite. Et il n'y a pas 10 jours pour se décider à redescendre ou quoi que ce soit. En fait, idéalement, dans les heures, dès l'instant où on perçoit le danger de l'embolie pulmonaire, il faut redescendre. Et pendant que je suis en train de me dire ça, je porte la main à mon nez et je vois que je suis en train de saigner du nez. Je sentais que ça commençait à couler, mais je me disais, c'est peut-être qu'il faut que je me mouche. Pas du tout. Je suis en train de saigner du nez. Donc je me redresse à toute vitesse, je trouve un mouchoir en papier, je me fais un point de compression pour arrêter le saignement. Donc voilà, déjà c'est le matin et je suis pas bien. Pas bien psychologiquement, je suis pas bien physiquement. Et donc pour me rassurer, et pour me détendre, je décide d'entrouvrir les rideaux de la petite fenêtre. Et je regarde par la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Rien. Absolument rien. Je vois que du blanc. Et je me colle contre la vitre et je réalise qu'en fait, on est en pleine tempête de neige. Que si je vois rien, c'est parce que la neige souffle, enfin le vent souffle la neige tout autour de la maison et qu'on est ouais, dans un tourbillon de neige. Et d'ailleurs, ça ne tarde pas, juste après cette constatation, on frappe à la porte de ma chambre, la porte s'ouvre, c'est Norbu, et il m'explique qu'il neige, qu'il neige fort, que toutes les communications sont coupées, les téléphones portables ne fonctionnent plus, et que les routes sont coupées. Il avait dû parler avec la famille déjà, lui, en amont. Et que donc on va rester là toute la journée et que le trek est annulé. Alors, Dieu merci, j'ai envie de dire, parce que là, je me voyais pas dans mon état partir pour une randonnée d'une journée en pleine tempête de neige. Mais moi, par contre, cette situation me panique complètement. Et pour la première fois de ma vie, vraiment, je vais faire une crise de panique. Parce que j'ai pas eu le temps de dire à Norbu, avant qu'il m'annonce que tout est coupé, qu'on peut plus redescendre, qu'on peut pas partir, qu'on peut appeler personne, je n'ai pas eu le temps de lui dire qu'en fait, j'allais pas bien physiquement, que je me sentais pas bien et que, en fait, là, si ça avait été possible, dans d'autres conditions, j'aurais bien aimé redescendre pour ma sécurité. Donc il repart, il me laisse tout seul dans ma chambre et je me souviens que vraiment, je tremblais, littéralement, je tremblais de tout mon corps. J'étais en frisson de panique. Quelque temps après, Norbu revient pour me donner du thé, donc vraiment quelques minutes après. Et là, je lui dis, vraiment, Norbu, tu es guide de trek, tu as de l'expérience. Je lui dis que j'ai un peu de mal à respirer. Et je lui explique que j'ai peur de faire une embolie. Je lui demande s'il saurait reconnaître si je faisais une embolie. Pourquoi je lui demande ça? Parce que je me dis,
Lui, il aura jamais ce problème. Étant le local de l'étape, étant une personne locale, lui, il est complètement habitué à ces altitudes et il n'y a absolument aucun risque de l'embolie pulmonaire pour lui. Et je me dis peut-être qu'en fait, est-ce qu'il est vraiment à même de reconnaître quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude fait un accident comme celui-ci? Et je lui demande sincèrement s'il pense que je commence à faire une embolie pulmonaire ou si ça va. Il me regarde, il fait un peu la moue, il me dit No, it's okay. Et évidemment, j'aurais pu le prendre au mot et me dire ah bon, bah ça va, mais la brièveté de la phrase, la situation générale, en fait, moi, j'avais déjà vrillé dans ma tête. Il aurait pu me dire oui, il aurait pu me dire non comme il l'a fait. Il aurait pu avoir tort, il aurait pu avoir raison. En réalité, j'avais déjà vrillé dans ma tête et pour moi, j'étais vraiment en danger. Je me sentais vraiment en danger. D'ailleurs, donc il me dit non, non, ça va. Et il s'en va et il va prendre son petit-déj avec la famille. Il me demande si je veux venir, mais je ne suis pas du tout en état. Et donc, bah, il me laisse toute seule dans la chambre, après m'avoir rallumé le poêle. Vous voyez, c'est ça qui était difficile. C'était vraiment une, c'était pas quelqu'un de mauvais, c'était même quelqu'un de bon, mais en fait, juste on était. Je pense qu'il n'a pas vu à quel point j'étais paniquée, à quel point c'était difficile pour moi, parce que pour lui, c'était, je vais pas dire le quotidien, mais quasiment. Et puis on n'était pas dehors, on était à l'abri dans le refuge. Donc il y avait en soi pour lui aucune raison de s'inquiéter. Mais moi, ce qui m'inquiétait surtout, en fait, c'était le fait que tout soit coupé, qu'on puisse pas rappeler ma famille d'accueil à Tixé, qu'on puisse pas redescendre puisque les routes étaient coupées par la neige. Et donc pendant toute la journée, vraiment toute la journée, je vais continuer à psychoter toute seule sur mon tapis, parfois allongée, parfois assise, toujours tremblante. Je vais me dire, ça y est, je suis en train de mourir avec mon nez qui se remet à saigner, ma respiration très, bah, très, comment dire, je vais pas dire inexistante, mais très difficile. Je tremble de peur. Je tremble de peur toute seule dans ma chambre, à côté du poêle. J'ai l'impression que le poêle me réchauffe même pas. Je me sens tellement froide à l'intérieur de moi. Et plus la journée avance, même si Norbu vient me voir de temps en temps pour me dire You okay? Non. Il essaye même de me faire une sorte de petit massage avec une crème aux herbes sauvages de l'Himalaya, une sorte de baume. Mais franchement, ça me calme pas du tout. Plus la journée avance, la tempête de neige ne cesse pas, ma respiration ne reprend pas, mon nez saigne, je continue de trembler et j'en suis à un tel point de détresse psychologique que je me dis, il faut que j'appelle mes parents. Il faut que j'appelle mes parents pour leur expliquer la situation. En fait, je redevenais au fur et à mesure de la journée comme une petite fille. Et dans mon portefeuille, j'avais un petit papier sur lequel ma mère m'avait noté le numéro de mon père à son bureau. Vous savez, vous avez peut-être eu ça aussi quand vous étiez petit, à l'école, où moi, en tout cas, ma mère pouvait toujours être joignable, bien sûr, par l'école s'il se passait quelque chose. Mais j'avais aussi sur moi le numéro de mon père au travail et elle m'avait dit si c'est très grave, appelle papa à ce numéro. Et j'avais toujours ça, elle me l'avait donné la dernière fois que je l'avais vue avant de partir au Ladakh. Elle m'avait donné un petit papier jaune, un coin de papier jaune déchiré sur lequel il y avait le numéro de mon père. Et dans la détresse que je ressentais à cet instant, la seule solution que j'entrevoyais, c'était d'appeler mon père à son travail, comme quand j'étais petite. Et donc j'ai pris mon portefeuille et j'ai sorti le petit papier jaune déchiré sur lequel il y avait simplement le numéro et le mot papa. Et je me suis dit, je vais appeler mon père. Et puis je me suis souvenu que d'une part, il n'y avait plus de réseau téléphonique. Et d'autre part, qu'est-ce que j'allais lui dire? Que je vais mourir et que je ne sais même pas où je suis? Je ne pouvais même pas me situer sur une carte. Je savais qu'on avait démarré de Likir et qu'on avait marché, mais il était où est-ce que j'étais? J'en avais absolument aucune idée. J'étais au milieu de nulle part, dans un refuge vide, entouré dans une tempête de neige.
avec 10 centimètres de verglas dans les couloirs, des gens qui parlaient pas ma langue. J'étais tétanisée de peur. Je ne pouvais que trembler. Les heures se sont écoulées comme ça, dans la détresse, sans pouvoir parler à personne, avec une fatigue mentale et physique hors norme, jusqu'à environ 17 heures. À 17 heures, Norbu est revenu dans la chambre et il m'a dit viens, on sort. Et j'ai dit ah non, non, c'est pas possible, je suis pas du tout en état de sortir. Je suis pas du tout en état de sortir. Et il me dit la neige s'est arrêtée, on va sortir. Pour moi, le fait que la neige se soit arrêtée, c'était même pas encore une bonne nouvelle à ce moment-là parce que j'étais vraiment trop mal. Mais je me suis dit allez, il faut pas que tu sois une fragile, il faut pas que tu sois une victime, tu peux le faire, tu peux le faire. Et donc je me suis forcée à me lever avec les forces qui me restaient. J'ai mis mes deux paires de chaussettes l'une sur l'autre, j'ai mis mes chaussures de trek, la parka je l'avais déjà, et j'ai suivi Norbu et on est sorti de la maison et vraiment il y avait rien à voir. On distinguait quasiment rien. La neige avait cessé, mais tout était tellement blanc que le soleil qui transperçait au-delà des nuages, parce que c'était encore très très nuageux, hein, on ne voyait pas le ciel, mais on devinait le soleil comme une boule de feu derrière les nuages, et la lumière était si forte, elle se reflétait sur la neige blanche, on n'y voyait rien, j'avais les yeux quasi fermés, j'avais évidemment aucune paire de lunettes de soleil, je voyais des lumières violettes et bleues danser devant mes yeux, ou plutôt entre les cils qui se touchaient pour éviter d'avoir les yeux qui me brûlaient parce que je ne pouvais regarder nulle part, ni par terre, ni en haut, ni sur les côtés. En fait, mon seul repère visuel entre mes cils, c'était l'anorak bleu que portait Norbu. Et donc, je commence à marcher péniblement dans la neige. Il y avait beaucoup de neige, j'étais très fatiguée, j'étais épuisée mentalement. Je le suivais, il marchait loin devant moi. Je voyais son anorak bleu et j'essayais petit à petit, en respirant doucement, un pas après l'autre, de le suivre dans la neige. Mes jambes étaient en coton, ma respiration était en coton, mon esprit était en coton. Dans le bout s'arrête et je le rejoins et il me dit on va escalader cette colline. Ah, je dis ah non, non, ça je peux pas, quoi, je suis vraiment au bout du bout. Je crois qu'il voyait vraiment pas à quel point j'étais au bout du bout. Mais malgré tout, il commence à escalader. On recommence à remonter une colline. Et c'est pas juste un petit dôme, hein. Et on monte. Et je m'accroche, les mains dans la neige, pour essayer de monter. Et à mi-colline, je m'arrête. Il s'arrête. Et il pointe le doigt vers le ciel. Et dans le ciel blanc, je vois soudain une trouée bleue. Je vois enfin le vrai ciel. Je vois enfin la fin du cauchemar dans cette trouée bleue. Et comme par magie, mes poumons se remplissent à nouveau d'air. Je respire à nouveau, je reprends de grandes inspirations, même s'il n'y a pas plus d'oxygène qu'avant. Mon esprit s'éclaircit, mes poumons se remplissent et je me dis, on est sauvés. Je retourne avec Norbu au refuge, je mange un peu, je bois beaucoup de thé avec la famille qui me fait de grands sourires. Je pense que ils étaient aussi un peu démunis et impuissants devant ma détresse. Ils essayent d'être le plus gentils possible avec moi. Et le lendemain matin, les communications sont rétablies et les routes sont réouvertes. Et le père de ma famille d'accueil à Tixé vient nous chercher, Norbu et moi, en voiture, bien sûr, avec la journée de perdu dans l'auberge. Dans la tempête de neige, il n'était plus question de continuer le trek. Et donc, il prend la décision. Peut-être aussi que Norbu lui avait dit que j'avais été mal avec ses mots. Il avait sûrement dû le voir, mais en fait, on n'était pas capable de communiquer bien l'un avec l'autre. Et donc, mon père d'accueil est venu nous chercher. Et vraiment, je ne me suis jamais sentie
aussi chez moi, quelque part, qu'à cet instant. Quand j'ai retrouvé la maison de Tixé, qui était ce qu'il y avait de plus familier pour moi en cet instant, j'étais vraiment rassurée, même s'il y avait toujours pas d'accès à Internet, etc., que je pouvais pas du tout communiquer avec ma famille ou quoi que ce soit parce que mon téléphone ne fonctionnait pas. Ça, c'était pas à cause d'une perte de réseau, c'est juste parce que bah, les téléphones fonctionnent mal, voire pas au Ladakh. Jamais je me suis sentie si soulagée, jamais je me suis sentie passer si près de la mort, jamais je n'ai ressenti un tel sentiment de détresse psychologique et physique, de panique. Et rétrospectivement, j'ai compris que j'avais ce jour-là atteint ma limite et je me suis sentie l'atteindre. Et donc je me suis promis que si jamais je retombais dans ce système, il fallait absolument que je puisse parler à quelqu'un de ma culture. Parce que je pense que si à ce moment-là, j'avais pas été seule, mais j'avais été, enfin, j'étais pas seule, j'étais avec Norlbou, mais vous voyez ce que je veux dire. Si j'avais été avec une amie, un parent, ou même quelqu'un qui parlait ma langue et qui pouvait ressentir ce que je ressentais comme solitude à ce moment-là, je pense que j'aurais pas été si paniquée. Euh, J'aurais pu échanger avec lui ou avec elle, j'aurais pu dire je vais pas bien, il aurait pu me dire t'inquiète, ça va aller, ça va le faire. C'était de ça dont j'aurais eu besoin. Je ne l'ai pas eu parce que j'ai décidé de voyager seule, j'ai assumé jusqu'au bout. Si j'étais morte ce jour-là, quelque part dans l'Himalaya, personne n'aurait pu prévenir mes parents, personne n'aurait jamais su exactement où j'étais, on ne m'aurait jamais retrouvée, mais quand même ça valait le coup. Mais je m'en serais quand même voulu euh, de faire subir ça à mes parents. Dieu merci, tout est bien qui finit bien. Comme vous le voyez, je suis toujours là. Et j'avoue que quand j'ai quitté le Ladakh une semaine après, c'était non sans un certain soulagement. À la semaine prochaine!